Une jeune serveuse mène une vie simple dans une grande ville, mais tout change lorsqu'elle trouve une vieille photo de sa mère dans le portefeuille d'un mystérieux client millionnaire qui révèle avoir connu sa mère et lui dit qu'elle ne l'a jamais abandonnée, mais avait été forcée de fuir à cause de menaces formulées par sa propre famille. Ensemble, ils se lancent dans un voyage pour découvrir la vérité, affrontant un passé sombre et déterrant des secrets qui changent tout ce qu'elle croyait savoir sur son identité. À chaque révélation, la jeune femme se retrouve plus proche d'une histoire qui remet en question tout ce qu'elle savait sur la disparition de sa mère et son propre destin. Louise Dubois serra le cordon de son tablier noir, tout en observant l'affluence grandissante au restaurant Le Palais, l'un des plus élégants de l'avenue des Champs-Élysées, à Paris. À 25 ans, elle menait une routine de travail intense, partageant son temps entre le restaurant et ses études de gastronomie. La salle était presque comble ce soir de vendredi, et elle se déplaçait avec agilité entre les tables, équilibrant des plateaux d'argent avec dextérité. Avec ses cheveux châtains attachés en un chignon bien fait et sa posture impeccable, Louise était le genre de serveuse que les clients les plus exigeants du Palais appréciaient, discrète, efficace et toujours souriante. Derrière ce sourire, cependant, se cachait une mélancolie qui l'accompagnait depuis l'enfance, l'absence inexplicable de sa mère, Florence, qui avait disparu quand elle n'avait que 3 ans. « Table 12, Louise. Client VIP. Traitez-le avec une attention particulière », ordonna Serge, le maître d'hôtel du restaurant, tout en ajustant son costume impeccable. Louise acquiesça et se dirigea vers la table indiquée. Un homme d'environ 55 ans, élégamment vêtu d'un costume italien gris, était assis seul, consultant le menu avec attention. Il y avait quelque chose d'imposant dans sa stature, depuis sa posture droite jusqu'à la montre en or qui brillait discrètement à son poignet. « Bonsoir, monsieur. Mon nom est Louise et je serai à votre disposition ce soir. Puis-je vous apporter quelque chose à boire pendant que vous décidez ce que vous allez dîner ?» L'homme leva les yeux du menu et un instant sembla se figer. Ses yeux sombres se posèrent sur le visage de Louise avec une expression difficile à déchiffrer, quelque chose entre surprise et incrédulité. « Vous allez bien ?» demanda Louise déconcertée. « Oui, pardonnez-moi, vous me rappelez quelqu'un, répondit-il, se reprenant. Je voudrais un Malbec argentin, s'il vous plaît. Le sommelier peut recommander le millésime. » Pendant toute la soirée, Louise remarqua que l'homme l'observait discrètement tandis qu'elle servait les autres tables. Il y avait quelque chose de familier chez lui, bien qu'elle fût certaine de ne l'avoir jamais vu auparavant. Quand elle revint à sa table avec le dessert, il était déjà en train de régler l'addition. « Ce fut un plaisir de vous servir, monsieur. Revenez toujours au palais, dit-elle poliment. « Merci, Louise, répondit-il, rangeant sa carte de crédit dans son portefeuille en cuir. En fermant le portefeuille, un petit portrait tomba au sol, sans qu'il s'en aperçoive. « Monsieur, attendez, vous avez laissé tomber ceci, » dit Louise, se penchant pour ramasser le portrait. Ce fut à ce moment-là que le monde s'arrêta pour Louise. La photographie montrait un couple devant une plage tropicale. L'homme, clairement plus jeune, était le même client qu'elle venait de servir. Et à ses côtés se trouvait une femme aux cheveux noirs et au sourire radieux que Louise reconnaîtrait n'importe où. Elle était identique à la seule photo qu'elle gardait sur sa commode, la photo de sa mère disparue. Ses doigts tremblèrent en tenant le portrait, et une sensation de vertige l'envahit. La voix presque défaillante, elle demanda « Qui est cette femme sur la photo avec vous ?» L'homme prit délicatement le portrait des mains de Louise, le regardant avec une expression de douleur et de nostalgie. « Une personne très spéciale que j'ai perdue il y a de nombreuses années, » répondit-il, rangeant le portrait dans son portefeuille. « Pourquoi demandez-vous ?»« Elle ressemble beaucoup à quelqu'un que je connais, » hésita Louise. « Son nom, serait-ce Florence ? Florence Dubois. » Ce fut comme si quelqu'un avait jeté un seau d'eau froide sur l'homme. Il pâlit visiblement, et son regard revint étudier chaque trait du visage de Louise, maintenant avec une intensité encore plus grande. « Comment connaissez-vous ce nom ?» demanda-t-il d'un ton grave. « C'est ma mère, » répondit Louise, sentant son cœur s'accélérer. « Où l'était ?»« Elle a disparu quand j'avais 3 ans. » L'homme regarda autour de lui, comme s'il s'était soudain rendu compte de l'endroit où il se trouvait, dans un restaurant bondé, au milieu d'une conversation qui n'avait clairement pas sa place dans cet environnement.
Je pense que nous devons parler, dit-il en lui tendant une carte. Mon nom est Édouard Mercier. Je suis le propriétaire du groupe Mercier Investissement. S'il vous plaît, venez à mon bureau demain à 10 heures du matin. J'ai quelque chose d'important à vous raconter sur Florence. Louise dormit à peine cette nuit-là. Dans son petit appartement du quartier latin, où elle vivait avec Madame Thérèse, sa grand-mère maternelle, elle tourna 1000 fois dans son lit, regardant à plusieurs reprises la carte d'Édouard Mercier. Les rares informations qu'elle avait sur sa mère venaient de sa grand-mère, qui lui avait toujours raconté que Florence était partie à l'étranger à la recherche d'opportunités, promettant de revenir un jour chercher sa fille. Avec le temps, les rares lettres qui arrivaient cessèrent, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ses nouvelles. Madame Thérèse avait alors supposé que sa fille avait construit une nouvelle vie et oublié le passé. Mais maintenant, face à cette rencontre inattendue, Louise commençait à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la disparition de sa mère. Le lendemain matin, après une nuit blanche, Louise trouva sa grand-mère dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Madame Thérèse, âgée de 70 ans, maintenait une vitalité surprenante et une sagesse qui avait toujours guidé Louise dans les moments difficiles. « Mamie, je dois te raconter quelque chose, » commença Louise, tenant sa tasse de café de ses mains tremblantes. « Hier au restaurant, j'ai rencontré un homme qui semble avoir connu ma mère. » Madame Thérèse interrompit ce qu'elle faisait et s'assit lentement à table avec une expression prudente. « Quel homme, ma fille ?»« Un homme d'affaires. Édouard Mercier. Il avait une photo de maman dans son portefeuille et a été très bouleversé quand j'ai mentionné son nom. » Le nom sembla frapper Madame Thérèse comme un éclair. La couleur quitta son visage et la cuillère qu'elle tenait tomba sur la table avec un tintement métallique. « Édouard Mercier? Es-tu sûr de ce... » « Non, Louise. »« Absolument. Il m'a donné sa carte et m'a demandé d'aller à son bureau aujourd'hui. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me raconter sur maman. Mamie, que se passe-t-il? Vous connaissez cet homme ?» Madame Thérèse se leva avec difficulté, s'appuyant sur la table, et marcha jusqu'à la petite étagère du salon. D'une vieille boîte, elle retira une coupure de journal jauni par le temps. C'était la photo d'un jeune Édouard Mercier, lors d'une cérémonie d'affaires, il y a plus de 20 ans. « Louise, » dit Madame Thérèse d'une voix tremblante, « il y a des choses sur ta mère que je ne t'ai jamais racontées, des choses que j'ai promis de garder secrètes. Quelles choses, mamie? Que savez-vous de cet homme? Et qu'a-t-il à voir avec la disparition de ma mère ?» Madame Thérèse prit les mains de Louise entre les siennes, les yeux embués de larmes contenues depuis des décennies. « Ta mère n'a jamais voulu partir à l'étranger, ma fille. Elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie pour te protéger. Et Édouard Mercier, il est ton père. » Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous. De quelle ville vous nous regardez? Nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous ayez jamais entendue de votre vie. Louise sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Les mots de sa grand-mère résonnaient dans son esprit comme une cloche assourdissante. Édouard Mercier était son père. Pendant toute sa vie, elle avait cru que son père était un homme que sa mère avait brièvement connu et qui n'avait jamais voulu assumer la paternité. Maintenant, elle découvrait que la vérité était bien différente. « Comment avez-vous pu me cacher cela pendant toutes ces années ?» demanda Louise, la voix étranglée par l'émotion. Madame Thérèse essuya les larmes qui insistaient pour couler de ses yeux fatigués. « Ta mère m'a fait promettre, Louise. Elle craignait pour ta sécurité. La famille Mercier est extrêmement puissante et traditionnelle. Quand Florence, une simple secrétaire de l'entreprise, est tombée enceinte du fils unique du patriarche Antoine Mercier, ce fut comme si le monde allait s'effondrer sur nos têtes. Et que s'est-il passé? Pourquoi maman a-t-elle simplement disparu? Édouard voulait rester avec elle, assumer l'enfant, mais son père, Antoine, n'aurait jamais accepté que l'héritier de l'Empire Mercier épouse une jeune femme simple comme ta mère. Il a menacé de déshériter Édouard, de détruire la carrière de Florence et même, Madame Thérèse hésita, de te nuire, si tu venais à naître. Face à ces menaces, ta mère s'est enfuie pour vous protéger, toi et Édouard. Mais pourquoi n'est-elle jamais revenue? Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Elle n'a jamais voulu t'abandonner, ma chérie. Elle envoyait des nouvelles, voulait savoir comment tu grandissais, jusqu'à ce que, soudain, les lettres cessent d'arriver.
J'ai essayé de la retrouver, mais c'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre. Avec le temps, j'ai cru qu'elle avait peut-être reconstruit sa vie, peut-être par peur que la famille Mercier ne la retrouve. L'immeuble de Mercier Investissement s'élevait imposant au cœur financier de Paris, un gratte-ciel de verre et d'acier qui reflétait le pouvoir économique de la famille. Louise observa sa propre image déformée dans l'ascenseur miroir qui la conduisait au dernier étage. Elle portait une simple robe bleu marine, la plus formelle qu'elle possédait, et tenait fermement son sac où elle avait rangé l'unique photo qu'elle avait de sa mère. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur l'étage de la présidence. Une réceptionniste élégante la conduisit par un couloir décoré d'œuvres d'art contemporain jusqu'à une vaste salle de réunion avec vue panoramique sur la ville. Édouard Mercier l'attendait déjà, debout, regardant par la fenêtre. En entendant la porte s'ouvrir, il se retourna pour la faire face. « Merci d'être venue, Louise », dit-il, lui indiquant une chaise. « J'imagine que vous avez beaucoup de questions. »« Ma grand-mère m'a tout raconté ce matin, » répondit Louise sans détour. « Elle m'a dit que vous êtes mon père. » Édouard acquiesça lentement, ses yeux révélant un mélange d'émotions contenues. « Oui, je suis ton père. Et tu n'imagines pas combien de fois j'ai rêvé de ce moment. » Il soupira profondément, comme s'il pouvait enfin libérer un poids qu'il portait depuis des décennies. « Quand je t'ai vu au restaurant hier, ce fut comme voir un fantôme. Tu es le portrait craché de ta mère quand je l'ai connue. Si vous êtes vraiment mon père, pourquoi ne m'avez-vous jamais cherché? Pourquoi m'avez-vous laissé grandir sans savoir qui était mon père, croyant que ma mère m'avait simplement abandonné? »« Parce que je ne savais pas que tu existais, » répondit Édouard avec sincérité. « Quand Florence a disparu, elle ne m'a pas dit qu'elle était enceinte. Elle a simplement laissé une lettre disant que nous ne pouvions pas rester ensemble, que les pressions étaient trop fortes, que nos vies étaient incompatibles. J'ai passé des années à la chercher, j'ai engagé des détectives, mais elle avait complètement disparu. Et comment pouvez-vous prouver que vous dites la vérité? » Édouard se dirigea vers son bureau et retira un vieux dossier d'un tiroir. À l'intérieur, il y avait diverses photographies d'Édouard et Florence ensemble, des lettres écrites par elle et même une déclaration de la propre main de Florence, datée de l'époque où elle travaillait encore, pour l'entreprise, exprimant son amour pour Édouard, mais aussi sa peur des conséquences de cette relation. « Je n'ai jamais cessé de l'aimer, Louise, et je n'ai jamais cessé de la chercher. Il y a quelques années, j'ai finalement obtenu une piste. Un détective a découvert que Florence avait été vue à Fontainebleau, dans la région parisienne. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert qu'elle avait eu un grave accident de voiture alors qu'elle fuyait la ville. L'accident a causé un traumatisme crânien et elle a complètement perdu la mémoire. » Louise sentit le sang se glacer dans ses veines. Elle a perdu la mémoire. « Alors ma mère est vivante? » ?»« Oui, Louise, ta mère est vivante. Mais elle ne se souvient pas de qui elle est, ni de toi, ni de moi. Elle vit depuis 20 ans dans une clinique spécialisée en récupération de mémoire à Barbizon, une ville de campagne près de Paris. Les médecins disent que c'est un cas rare d'amnésie rétrograde totale. Elle a créé une nouvelle identité, une nouvelle vie. Son nom est maintenant Christine Martin. » Les larmes que Louise tentait de contenir s'échappèrent finalement. Sa mère était vivante. Elle ne l'avait pas abandonnée de son plein gré. Elle était à seulement quelques heures de distance, vivant une vie complètement différente, sans mémoire de son passé, de sa fille. Pourquoi ne l'avez-vous pas ramenée? Pourquoi l'avez-vous laissée là-bas? Les médecins ont dit qu'il serait préjudiciable de lui forcer des souvenirs, que le processus de récupération, si possible, devait se faire naturellement. Toute tentative de la forcer à se souvenir pourrait causer un traumatisme encore plus grand. Alors, je suis son traitement à distance. Je reste en contact avec les médecins, attendant un miracle. » Édouard ouvrit un tiroir et en retira une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photographie récente de Florence, maintenant Christine, souriante dans un jardin. Même après 20 ans, la ressemblance entre Louise et sa mère était impressionnante. Récemment, les médecins ont commencé à noter des progrès. De petits fragments de mémoire sont revenus. Elle a commencé à avoir des rêves récurrents avec un enfant, une petite fille. Les médecins croient que cela pourrait être toi, Louise, que peut-être, enfin, elle commence à se souvenir. Louise tint la photographie de ses mains tremblantes,
incapable de détourner les yeux de l'image de sa mère, plus âgée, différente, mais néanmoins indéniablement sa mère. « Je veux la voir, » dit Louise avec détermination. « J'ai besoin de la voir. »« Je sais, » répondit Édouard avec un petit sourire. « C'est pourquoi j'ai déjà tout organisé. Une voiture nous attend pour nous emmener à l'aéroport. Un avion privé est prêt à décoller dès que nous serons à bord. » Avant de partir, Louise insista pour passer chez elle parler à sa grand-mère. Madame Thérèse écouta attentivement les révélations d'Édouard et, les larmes aux yeux, confirma qu'elle n'avait jamais su que sa fille avait survécu à l'accident. Les autorités avaient dit qu'il n'y avait pas de survivants, expliqua Madame Thérèse, la voix étranglée. Comme nous n'avions pas les moyens d'y aller, nous avons cru ce qui nous a été dit. Mon Dieu, toutes ces années, ma fille était vivante. « Vous devez venir avec nous, mamie, » dit Louise. « Maman a aussi besoin de vous voir. » Édouard accepta sans hésitation, et quelques heures plus tard, les trois embarquaient dans le jet privé de l'entreprise Mercier, à destination de Barbizon. Pendant le vol, Édouard raconta plus de détails sur son histoire avec Florence, comment ils s'étaient rencontrés quand elle avait commencé à travailler comme secrétaire dans l'entreprise, comment l'amour entre eux avait grandi malgré les différences sociales, et comment son père, Antoine Mercier, avait tout fait pour les séparer. « Mon père était un homme d'une autre époque, » expliqua Édouard. Pour lui, le nom de la famille et la pureté du sang étaient tout. Un Mercier ne pouvait pas épouser une jeune femme sans naissance, sans fortune. Il a menacé de détruire non seulement la carrière de Florence, mais aussi vos vies à toutes les deux, dit-il, regardant Madame Thérèse. « Et où est votre père maintenant » demanda Louise. « Il est tombé malade il y a 5 ans, » répondit Édouard. « Un AVC l'a laissé partiellement paralysé et avec la parole compromise. Aujourd'hui, il vit dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, entouré d'infirmières et de médecins, mais pratiquement sans contact avec le monde extérieur. L'empire qu'il a construit est maintenant sous ma direction. » La clinique Montbleu occupait une ancienne ferme coloniale restaurée, entourée de jardins luxuriants et de montagnes verdoyantes. L'air pur de Barbizon, combiné à l'environnement tranquille et accueillant, créait le cadre parfait pour la récupération de patients qui, comme Florence, devaient reconstruire leur vie à partir de fragments perdus. Louise sentit son cœur battre la chamade quand la voiture louée par Édouard franchit les portes de la clinique. Sa grand-mère, Madame Thérèse, lui serra la main, cherchant la force pour les retrouvailles qu'elle n'avait jamais imaginées possibles. « Comment est-elle maintenant? Comment est sa vie ici ?» demanda Louise, rompant le silence qui s'était installé dans la voiture. « Christine, comme elle s'appelle maintenant, est professeure d'art à la clinique, » expliqua Édouard. Elle a développé un talent incroyable pour la peinture, quelque chose qu'elle n'avait jamais exploré dans sa vie antérieure. Les médecins disent qu'il est courant que les patients atteints d'amnésie découvrent de nouvelles compétences ou intérêts qui étaient en sommeil. La directrice de la clinique, le docteur Martine Duval, une neurologue respectée spécialisée dans les cas d'amnésie, les reçut dans son bureau. C'était une femme d'âge mûr, au regard serein et aux gestes calmes, qui inspirait une confiance immédiate. « Comme je l'ai expliqué à M. Mercier par téléphone, » commença le docteur Martine, après les présentations initiales, « Christine, ou Florence comme vous l'avez connue, a commencé à présenter des signes de récupération progressive de mémoire ces derniers mois. Ce sont des fragments isolés, sans contexte clair pour elle, mais significatifs pour nous qui suivons son cas, depuis tant d'années. »« Quel genre de souvenirs reviennent ?» demanda Madame Thérèse, la voix étranglée par l'émotion. « Principalement des images d'une petite enfant, une petite fille aux cheveux sombres. Elle la représente constamment dans ses peintures. Récemment, elle a commencé à mentionner le nom Louise pendant les séances de thérapie, bien qu'elle ne sache pas expliquer d'où vient ce nom ni qui serait cette personne. » Louise sentit un frisson parcourir son échine. Sa mère se souvenait d'elle même inconsciemment. « Comment devons-nous procéder ?» demanda Édouard. « Nous voulons l'aider, non lui causer plus de traumatisme. L'approche la plus appropriée, dans des cas comme celui-ci, est l'exposition progressive, » expliqua la médecin. « Nous ne devons pas la confronter immédiatement à toute la vérité sur son passé. Nous allons les présenter comme des amis d'Édouard, qu'elle connaît depuis quelques années comme un bienfaiteur de la clinique. Nous la laisserons établir une connexion naturelle avec vous, surtout avec vous, Louise. Si un souvenir émerge spontanément pendant ces rencontres, alors nous pourrons avancer un peu plus. »
Suivant les orientations du docteur Martin, ils furent reconduits à l'atelier d'art de la clinique, où Christine Florence passait la majeure partie de ses journées. Le cœur de Louise semblait vouloir sauter de sa poitrine à chaque pas. Après une vie entière à imaginer comment seraient les retrouvailles avec sa mère, le moment était enfin arrivé, bien que dans des circonstances si extraordinaires. L'atelier était un espace ample et lumineux, avec de grandes fenêtres qui encadraient le paysage montagneux. Plusieurs patients travaillaient à leur création, certains peignant, d'autres modelant de l'argile, tous absorbés dans leur propre monde. Au centre de la pièce, dos à la porte, une femme aux cheveux noirs attachés en un chignon désordonné orientait une dame âgée sur la façon de mélanger les couleurs sur une palette. « Christine » appela le docteur Martin, « nous avons des visiteurs qui aimeraient connaître votre travail. » La femme se retourna et pour la première fois en plus de 20 ans, mère et fille se firent face. Florence, maintenant Christine, sourit poliment, sans aucun signe de reconnaissance dans ses yeux. C'était comme si elle était devant de complets étrangers. « Bonjour », dit-elle, s'approchant avec un sourire chaleureux. « Je suis Christine Martin. Vous vous intéressez à l'art » Louise sentit comme si elle avait reçu un coup de poing à l'estomac. Sa mère était là, devant elle, mais en même temps, elle n'était pas là. La femme qui lui souriait gentiment était une étrangère qui occupait le corps de sa mère. « Enchantée, Christine », réussit à dire Édouard, comprenant que Louise était paralysée par l'émotion. « Je suis Édouard Mercier. Vous vous souvenez de moi ? Je viens visiter la clinique occasionnellement. »« Bien sûr, le bienfaiteur de la clinique, » répondit-elle, avec un sourire poli qui ne révélait aucun sentiment plus profond. « C'est toujours un plaisir de vous recevoir. » Édouard présenta Louise et Madame Thérèse comme des amis qui l'accompagnaient lors de cette visite. Christine les invita à découvrir son espace de travail, où des dizaines de tableaux étaient éparpillés. La plupart représentaient des paysages sereins ou des scènes quotidiennes, mais dans un coin, séparé des autres, il y avait une série de toiles qui attirèrent immédiatement l'attention de Louise. C'étaient des portraits d'une petite fille, dans différentes situations, jouant dans un parc, dormant dans un berceau, souriant à la personne qui la représentait. Dans chaque tableau, l'enfant semblait un peu plus âgé, comme si Christine peignait inconsciemment la croissance de Louise, créant la fille qu'elle n'avait jamais pu voir grandir en réalité. « Ces tableaux sont différents des autres », commenta Louise, la voix tremblante. Christine s'approcha, regardant les toiles avec une expression intriguée. « Ceux-ci sont spéciaux. Je ne sais pas expliquer, mais je sens que je dois les peindre. C'est comme si cette petite fille existait quelque part, peut-être dans des rêves que je ne peux pas me rappeler complètement au réveil. » Madame Thérèse ne put retenir ses larmes devant cette scène. Voir sa fille peindre sa petite fille, dont elle ne se souvenait pas avoir donné naissance, était une expérience bouleversante. « Vous allez bien » demanda Christine, préoccupée par l'émotion de Madame Thérèse. « Oui, ma chérie » répondit la vieille dame, essuyant ses larmes. « C'est juste que vos peintures sont très émouvantes. » Pendant les heures suivantes, ils parlèrent d'art, de la vie à la clinique, du travail de Christine comme professeure. Elle raconta comment elle s'était réveillée à l'hôpital sans aucun souvenir de qui elle était ni d'où elle venait, comment elle avait dû construire une nouvelle identité à partir de zéro, et comment l'art était devenu son refuge et sa forme d'expression. « Les médecins disent que je pourrais un jour retrouver mes souvenirs, » expliqua-t-elle. « Mais ils disent aussi que je pourrais ne jamais me souvenir de rien. J'ai appris à accepter cette possibilité et à valoriser la personne que je suis maintenant. » En se disant au revoir, Christine les invita à revenir le lendemain s'ils le souhaitaient. Il y avait quelque chose dans leur présence, surtout dans la jeune Louise, qui lui transmettait une sensation inexplicable de paix et de familiarité. De retour à l'hôtel où ils logeaient à Barbizon, Louise put enfin libérer toutes les émotions qu'elle avait contenues pendant la rencontre. Entre les larmes, elle exprima sa frustration et sa douleur de voir que sa mère ne l'avait pas reconnue. C'est comme si elle était morte, et en même temps vivante. Lamenta-t-elle. Elle est là, je peux la toucher, lui parler. Mais la mère que j'ai rêvé de retrouver un jour n'existe plus. Ne pense pas comme ça, dit Madame Thérèse, serrant sa petite fille dans ses bras. Elle te peint, Louise. Quelque part en elle, Florence existe toujours, elle se souvient toujours de toi. Votre grand-mère a raison, acquiesça Édouard. Le docteur Martin nous a expliqué que l'esprit humain est un mystère.
Les souvenirs peuvent être bloqués, mais pas nécessairement perdus pour toujours. Avec du temps et de la patience, nous pouvons l'aider à retrouver qui elle est vraiment. Dans les jours qui suivirent, ils établirent une routine de visites à la clinique. Christine commença à montrer un intérêt particulier pour Louise, lui posant des questions sur sa vie, son travail, ses rêves. Lors d'une de ces rencontres, alors qu'elle se promenait dans les jardins de la clinique, Christine invita Louise à poser pour un portrait. « Il y a quelque chose en toi qui m'inspire, » dit-elle, avec un sourire chaleureux. « Ce serait un plaisir de te peindre. » Pendant les séances de peinture, Christine et Louise développèrent une connexion de plus en plus forte. Tout en travaillant sur la toile, Christine parlait de ses sentiments, de ses doutes, de ses peurs. « Parfois, j'ai l'impression de vivre la mauvaise vie, » avoua-t-elle lors d'une de ces séances. « Comme si je devais être ailleurs, avec d'autres personnes. As-tu déjà ressenti cela, Louise? Comme s'il te manquait une partie de toi, mais que tu n'arrivais pas à identifier ce que c'est? »« Oui, » répondit Louise, contenant son émotion. « J'ai ressenti cela toute ma vie. » Un après-midi particulièrement inspiré, alors qu'elle peignait le portrait de Louise, Christine commença à fredonner une vieille berceuse. Louise se figea en entendant la mélodie. C'était la même chanson que sa grand-mère lui avait dit que Florence lui chantait quand elle était bébé. « Où as-tu appris cette musique ?» demanda Louise, la voix étranglée. Christine arrêta de peindre, confuse. « Je ne sais pas. C'est simplement venu à mon esprit. »« C'est étrange pour toi ?»« Non, » répondit Louise, essayant de dissimuler son émotion. « C'est magnifique. Tu peux continuer à chanter si tu veux. » Dans l'hôtel particulier, Mercier, à Neuilly-sur-Seine, quartier chic de la banlieue parisienne, le temps semblait s'écouler plus lentement. Les vastes pièces à la décoration classique, les œuvres d'art précieuses et les meubles anciens créaient une atmosphère qui semblait appartenir à une autre époque. Dans la chambre principale, adaptée avec des équipements médicaux de dernière génération, Antoine Mercier passait ses journées entre traitements, physiothérapie et le silence oppressant que l'AVC lui avait imposé. À 80 ans, Antoine n'était plus que l'ombre de l'homme puissant qu'il avait été. Son corps, autrefois imposant, était maintenant confiné à un fauteuil roulant, et sa voix, qui avait fait trembler cadres et politiciens, était réduite à des sons gutturaux et des mots traînants. Mais ses yeux astucieux et froids, restaient aussi vigilants et calculateurs qu'ils l'avaient toujours été. Cet après-midi-là, Livia Mercier, son infirmière en chef depuis 5 ans, entra dans la chambre avec le plateau de médicaments et une tablette à la main. « Votre fils a appelé, monsieur Mercier », annonça-t-elle, tout en vérifiant les signes vitaux du patient. « Il a dit qu'il était à Barbizon pour affaires et qu'il reviendrait dans quelques jours. » Les yeux d'Antoine se plissèrent de méfiance. Barbizon n'avait aucune connexion avec les affaires de la famille. En 5 décennies à la tête de l'Empire Mercier, il avait appris à détecter les mensonges, même habilement construits. Son fils cachait quelque chose. « Ta tablette », balbutia-t-il, avec effort. Livia lui tendit l'appareil qu'Antoine utilisait pour communiquer quand les mots ne venaient pas. De doigts tremblants, il écrivit « Vérifiez où Édouard est logé à Barbizon et avec qui. Monsieur, je ne pense pas que ce soit approprié. » Antoine frappa violemment la table à côté du lit, ses yeux flamboyants maintenant de colère. Livia savait que, malgré sa condition physique, Antoine Mercier avait encore suffisamment de pouvoir pour lui rendre la vie très difficile si elle désobéissait. « Je ferai ce que vous demandez », céda-t-elle. Pendant ce temps, à Barbizon, les visites quotidiennes à la clinique Montbleu commençaient à produire des résultats subtils, mais significatifs. Christine montrait une affinité de plus en plus grande avec Louise, et de petits fragments de mémoire semblaient émerger pendant leur conversation. « J'ai fait un rêve étrange hier », commenta Christine, tout en ajustant le chevalet pour une autre séance de peinture avec Louise. « J'ai rêvé d'un petit appartement, mais confortable. Il y avait des fleurs à la fenêtre et l'odeur de pain fait maison dans l'air. » Madame Thérèse, qui accompagnait sa petite fille lors de cette visite, échangea un regard significatif avec Louise. C'était une description parfaite de l'appartement où elle vivait quand Florence habitait, encore avec elle. « Et il y avait aussi une boîte à musique, » continua Christine, le regard lointain, comme si elle voyait la scène dans son esprit. Quand elle était ouverte, elle jouait une douce mélodie et montrait une ballerine tournant. « C'était la mienne, »
dit Louise presque dans un murmure. « Tu me l'as offerte pour mon 2e anniversaire. Je l'ai toujours gardée. » Christine la regarda, surprise. « Comment sais-tu cela? Je ne t'ai jamais parlé de cette boîte auparavant. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Louise réalisa qu'elle avait commis une erreur, révélant des détails qu'elle ne devrait pas connaître si elle n'était qu'une nouvelle amie de Christine. « Je pense que tu as dû le mentionner à un moment donné, et je m'en suis souvenu, » tenta de corriger Louise. « Ou peut-être est-ce juste une coïncidence. » Christine fronça les sourcils, clairement confuse, mais n'insista pas sur le sujet. Elle reprit son travail sur le portrait de Louise, mais quelque chose avait changé dans son expression, une inquiétude, comme si elle essayait de connecter des points invisibles. Cette nuit-là, pendant le dîner à l'hôtel, Édouard reçut un appel qui le laissa visiblement préoccupé. « C'était Régine, mon assistante à Paris », expliqua-t-il, après avoir raccroché. « Elle a dit que mon père est agité, exigeant des informations sur où je suis et ce que je fais à Barbizon. Apparemment, il a ordonné à Livia, son infirmière, d'enquêter sur nos allées et venues. »« Il se doute de quelque chose ?» demanda Louise appréhensive. « Mon père a toujours été extrêmement contrôleur et méfiant. Le fait que je vienne à Barbizon, une ville sans connexion avec nos affaires, a certainement éveillé ses soupçons. Et connaissant mon père comme je le connais, il ne se reposera pas avant de découvrir la vérité. Et s'il découvre pour ma mère, pour moi ?» La préoccupation était évidente dans la voix de Louise. Édouard soupira profondément. « Mon père n'a plus le même pouvoir qu'avant. Son état de santé le limite physiquement. Mais son esprit reste affûté et manipulateur. Et il a encore des personnes loyales qui feraient n'importe quoi pour lui. Que ferons-nous alors? Nous devons être prudents, mais je ne permettrai pas qu'il interfère à nouveau dans nos vies. Nous avons déjà perdu trop de temps à cause des préjugés et de la manipulation d'Antoine Mercier. » Le lendemain matin, le docteur Martine demanda une réunion urgente avec Édouard, Louise et Madame Thérèse. Son visage sérieux indiquait que quelque chose d'important s'était passé. « Christine a eu une nuit agitée », expliqua la médecin. Après la séance de peinture avec Louise, elle a commencé à avoir des flashs de mémoire plus intenses. Pendant la nuit, elle s'est réveillée en criant le nom Louise et semblait extrêmement perturbée. Quand nous avons réussi à la calmer, elle nous a raconté qu'elle avait eu un rêve très vif sur un enfant qui était en danger. « Mon Dieu » murmura Madame Thérèse, « elle se souvient de la fuite. »« Je crois que oui » acquiesça le docteur. « Martine. Le cerveau humain a des mécanismes de défense qui peuvent bloquer des souvenirs traumatisants, mais ces souvenirs restent stockés, pouvant émerger lorsque l'environnement ou les circonstances sont propices. Votre présence, surtout celle de Louise, agit comme un catalyseur pour la récupération de ces souvenirs. « C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?» demanda Louise, hésitante. « Cela peut l'être, » répondit la médecin, prudente. « Mais cela peut aussi être extrêmement traumatisant si les souvenirs reviennent tous en même temps, surtout les souvenirs de l'événement qui a causé l'amnésie. C'est pourquoi je suggère une approche plus directe maintenant. Christine est dans un état réceptif, et je crois que c'est le moment de lui dire qui vous êtes vraiment. » La salle où Christine les attendait était confortable et privée, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Elle semblait pâle et fatiguée, avec des cernes évidents de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Malgré tout, elle sourit en voyant Louise entrer. « Désolée d'avoir dû annuler notre séance de peinture aujourd'hui, » dit-elle. « Je n'ai pas passé une bonne nuit. »« Christine, » commença le docteur Martine, s'asseyant à côté d'elle. « Édouard, Louise et Madame Thérèse ont quelque chose d'important à partager avec vous. Je vous demande d'écouter avec un esprit ouvert et de vous rappeler que nous sommes tous ici pour vous soutenir, peu importe ce que vous ressentirez après. » Christine regarda les 3 visiteurs, confuse. L'expression tendue sur leur visage la rendit alerte. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Christine » dit Édouard, s'approchant et s'asseyant en face d'elle. « Il y a 22 ans, j'ai rencontré une femme merveilleuse nommée Florence Dubois. Elle travaillait comme secrétaire dans mon entreprise à Paris. Nous sommes tombés amoureux, mais mon père n'approuvait pas notre relation en raison des différences sociales entre nous. Quand les pressions sont devenues insupportables, Florence s'est enfuie, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille. » Les yeux de Christine s'écarquillèrent en entendant cette histoire. Une histoire qui, d'une certaine manière, semblait résonner quelque part au fond de son esprit. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda-t-elle,
la voix tremblante. « Florence a eu un accident en s'enfuyant, continua Édouard. Un accident qui lui a fait perdre complètement la mémoire. « Non, murmura Christine, se levant brusquement. « Non, ce n'est pas possible. Je suis Christine Martin. Je ne connais aucune Florence. »« Ma fille, dit Madame Thérèse, s'approchant les larmes aux yeux. Je suis Thérèse Dubois, ta mère, et tu es Florence, ma fille unique. » Christine recula comme si elle avait reçu un coup physique. Ses yeux passaient de Madame Thérèse à Édouard, puis à Louise, qui restait silencieuse, le cœur brisé devant la souffrance évidente de sa mère. « Et vous » demanda Christine à Louise, la voix presque inaudible. « Qui êtes-vous dans cette histoire ?» Louise fit un pas en avant, rassemblant tout le courage qu'elle put trouver. « Je suis votre fille, » répondit-elle. « La petite fille de vos tableaux, l'enfant de vos rêves. Vous m'avez donné naissance quelques mois après votre fuite. Vous m'avez laissé chez mamie quand j'avais seulement 3 ans, promettant de revenir. Mais ensuite, l'accident est arrivé, et vous n'avez jamais pu tenir cette promesse. » Christine, ou Florence, comme elle savait maintenant être son vrai nom, sentit comme si le monde entier s'effondrait sur elle. Les révélations étaient trop nombreuses pour être traitées d'un seul coup. Son identité, son passé, une fille dont elle ne se souvenait pas avoir donné naissance, une mère qu'elle croyait avoir perdue pour toujours, un amour du passé qu'elle n'avait jamais complètement oublié. « J'ai besoin d'être seule, » dit-elle, la voix tremblante, se dirigeant rapidement vers la porte. « Christine, attendez » appela le docteur Martine, inquiète. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, déjà les larmes aux yeux. « J'ai besoin de réfléchir. » Respectant son désir, ils la laissèrent partir. Christine marcha dans les jardins de la clinique, son refuge dans les moments de confusion et d'angoisse. Les arbres centenaires, le petit lac aux poissons colorés, le son des oiseaux, tout ce qui lui avait toujours apporté la paix semblait maintenant étrange, comme si cela appartenait à une réalité qui n'était plus la sienne. Elle s'assit sur un banc isolé, à l'ombre d'un jaboticaba, et laissa les larmes couler librement. Elle ne pleurait pas seulement la perte de son identité construite, mais aussi le temps perdu, les souvenirs volés, les années qu'elle aurait pu passer aux côtés de sa fille, Louise, sa fille. La jeune femme dont elle s'était naturellement rapprochée, sans connaître le lien qui les unissait. La petite fille de ses rêves, de ses tableaux. Maintenant, tout avait un sens. La connexion inexplicable qu'elle avait ressentie, la familiarité de son visage, la sensation de déjà-vu qui l'accompagnait chaque fois qu'elles étaient ensemble. Et Édouard, l'homme dont elle était tombée amoureuse dans le passé. Les souvenirs n'étaient pas complètement là, mais quelque chose dans son cœur reconnaissait cet homme, quelque chose au-delà de la raison ou de la logique. « Puis-je me joindre à vous ?» La voix douce de Louise la tira de ses pensées. Christine leva les yeux et vit sa fille, debout à quelques pas, avec une expression d'appréhension et d'espoir. « Bien sûr, » répondit-elle, lui indiquant l'espace vide à ses côtés sur le banc. Louise s'assit, gardant une distance respectueuse. Pendant quelques instants, elles restèrent toutes deux silencieuses, observant la danse des feuilles au vent. « Je suis désolée pour tout. » Cela, dit Louise finalement. « Je sais que cela doit être accablant. C'est comme si j'étais divisée en 2 personnes, avoua Christine. Je suis Christine Martin, la professeure d'art qui a construit une vie ici à la clinique au cours des 20 dernières années. Mais je suis aussi Florence Dubois, une femme avec un passé, une famille, une histoire dont je ne me souviens pas. »« Vous n'avez pas besoin d'être seulement l'une ou l'autre, » répondit Louise gentiment. « Vous êtes les deux. Tout ce que vous avez vécu en tant que Christine est réel et valide. Et maintenant, vous avez la chance de redécouvrir qui vous étiez en tant que Florence. » Christine regarda la jeune femme à ses côtés, émerveillée par sa sagesse et sa compréhension. « Comment as-tu grandi si forte et sensible, même sans mère à tes côtés ?»« J'ai eu mamie, » sourit Louise. « Et d'une certaine manière, je t'ai toujours eu aussi. Mamie me racontait des histoires sur toi tous les jours. Comment tu me chantais avant de dormir, comment tu m'emmenais jouer au parc, même après une journée de travail épuisante. Comment tu planifiais un avenir meilleur pour nous deux. » Les mots de Louise éveillèrent quelque chose en Christine. Pas exactement des souvenirs clairs, mais des sensations, des fragments d'émotions qui semblaient familières. Elle ferma les yeux et un instant se vit bercer une petite fille, chantant doucement la même berceuse qu'elle avait fredonnée quelques jours auparavant, sans savoir d'où elle la connaissait. «
Tu as toujours la boîte à musique ?» demanda Christine, ouvrant les yeux. Louise sourit, émue. « Oui, je la garde avec tout mon cœur. Je peux te l'apporter la prochaine fois, si tu veux. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Christine, lui rendant son sourire. Elle hésita un instant, puis demanda « Puis-je te serrer dans mes bras, Louise ?» En réponse, Louise s'approcha et l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse. Christine ferma les yeux, sentant le parfum des cheveux de sa fille, la chaleur de son corps, le battement de son cœur. Et à ce moment-là, quelque chose se brisa en elle, une barrière qui avait retenu ses souvenirs pendant si longtemps. Des images commencèrent à affluer dans son esprit. Louise, nouveau-née dans ses bras, ses premiers pas, chancelants et incertains, les nuits où elle veillait sur son sommeil, la peur constante d'être retrouvée, la décision douloureuse de la laisser chez Madame Thérèse pendant qu'elle tentait d'établir une nouvelle vie loin de la portée d'Antoine Mercier. « Je me souviens, » murmura Christine, la voix étranglée. « Pas de tout, mais de toi, Louise. Je me souviens de toi, ma fille. » L'étreinte s'intensifia, toutes deux pleurant maintenant librement, libérant des décennies de douleur, de manque et d'amour contenu. Quand elles se séparèrent finalement, Christine essuya tendrement les larmes du visage de Louise. « Tu as mes yeux, » dit-elle, avec un sourire tremblant, « et le menton têtu de ton père. »« Et le talent pour l'art, » ajouta Louise. « J'aime aussi peindre. » Christine sentit une vague de fierté maternelle qu'elle n'avait jamais consciemment expérimentée auparavant. « Nous devons rattraper tant de temps perdu. Nous avons tout le temps du monde maintenant, » assura Louise. Ensemble, elles retournèrent à la clinique où Édouard et Madame Thérèse attendaient avec impatience. En voyant sa mère, Christine ressentit un autre flash de mémoire, des moments d'enfance, l'odeur de la cuisine maison, le confort des bras maternels, les nuits d'orage. « Maman, » dit-elle, s'approchant de Madame Thérèse à pas hésitants. « Ma fille, » répondit la vieille dame, ouvrant les bras. Les retrouvailles entre mère et fille, séparées par plus de 2 décennies, furent également émouvantes. Madame Thérèse, qui avait accepté le départ supposé de sa fille il y a si longtemps, la retrouvait maintenant, bien que de manière incomplète. Édouard observait la scène, les larmes aux yeux. Quand Christine se tourna finalement vers lui, il y avait un mélange de reconnaissance et de confusion dans son regard. « Édouard » dit-elle, testant le nom sur ses lèvres, comme si elle essayait de le connecter aux souvenirs fragmentés qui commençaient à émerger. « Florence » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Elle s'approcha lentement, étudiant chaque détail de son visage, cherchant des ponts entre le passé et le présent. « Je ne me souviens pas encore complètement de nous, » avoua-t-elle, « mais je ressens quelque chose, une connexion. »« Ne vous pressez pas, » dit-il gentiment. « Je suis là, et je ne vais nulle part. » Le docteur Martine, qui observait le déroulement des événements avec un intérêt professionnel et une émotion personnelle, suggéra que Christine se repose. Les émotions intenses et le retour soudain de certains souvenirs pourraient être épuisants, et le cerveau avait besoin de temps pour tout traiter. Le lendemain, Christine exprima le désir de connaître son passé de manière plus concrète. Avec l'approbation du docteur Martine, ils décidèrent de faire une visite à Paris, à la maison où Florence avait grandi, à l'appartement où elle avait vécu avec sa petite fille, et à d'autres lieux significatifs de sa vie antérieure. « Je crois que visiter ces lieux peut stimuler la récupération de plus de souvenirs, » expliqua la médecin. « Mais il est important d'y aller doucement en respectant votre propre rythme. » Pendant qu'ils faisaient les préparatifs pour le voyage, à Neuilly-sur-Seine, Antoine Mercier recevait les informations qu'il avait demandées. Livia, son infirmière, entra dans la chambre avec une expression appréhensive. « Monsieur Mercier, j'ai découvert où votre fils est logé à Barbizon, » commença-t-elle, hésitante. « Il est au Grand Hôtel avec une jeune femme nommée Louise Dubois et une dame âgée, Thérèse Dubois. » Les yeux d'Antoine se plissèrent en entendant le nom de famille. Dubois. Le même nom de famille que cette secrétaire effrontée qui avait failli détruire les plans qu'il avait pour son fils il y a plus de 20 ans. De doigts tremblants, il écrivit sur la tablette « Qui est Louise Dubois ?» Selon les informations que j'ai pu obtenir, elle est serveuse dans un restaurant de l'avenue des Champs-Élysées. Elle a 25 ans et vit avec sa grand-mère Thérèse Dubois. 25 ans. L'âge correspondait parfaitement aux temps écoulés depuis la disparition de cette femme. Une terrible suspicion commença à se former dans l'esprit d'Antoine Mercier.
Il écrivit à nouveau « Ont-ils visité un endroit spécifique à Barbizon ?» Livia hésita de nouveau, mais sous le regard impératif de son patron, elle céda. Il visite quotidiennement la clinique Montbleu, une institution spécialisée dans le traitement de l'amnésie et la récupération de mémoire. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit astucieux d'Antoine. Édouard avait trouvé Florence Dubois, ou du moins croyait l'avoir trouvée, et cette jeune femme, Louise, avec le bon âge et le bon nom de famille. Cela ne pouvait être qu'une chose, sa petite-fille. Une petite-fille dont il n'avait jamais su l'existence, fille de son unique fils avec cette femme qu'il avait chassée de leur vie. Une Mercier, portant le sang de la famille, grandissant comme une simple serveuse. Le vieux patriarche ressentit un mélange d'émotions, de la colère pour la désobéissance de son fils, du choc pour la découverte d'une petite fille, et un étrange sentiment de curiosité, et peut-être même un aperçu de regret pour ce qu'il avait fait dans le passé. Avec une détermination renouvelée, il donna un ordre à Livia. « Préparez tout. Nous partons pour Paris demain. » L'ancienne maison du Marais, à Paris, était pratiquement inchangée, avec sa façade colorée et le petit balcon où des pots de géranium fleurissaient encore, comme si le temps s'était arrêté. Christine, qui commençait maintenant à se reconnecter à son identité de Florence, sentit un tourbillon d'émotions en descendant de la voiture et en contemplant l'endroit où elle avait grandi. « C'était notre maison », expliqua Madame Thérèse, tenant le bras de sa fille. « Nous avons vécu ici depuis que tu étais petite jusqu'à ce que tu déménages avec Louise dans l'appartement près du centre. » Christine ferma les yeux un instant, laissant les sensations l'envahir. L'odeur familière du pain de la boulangerie du coin, le son lointain de la musique italienne qui résonnait toujours dans les rues du Marais, le bruit caractéristique des vieux tramways qui ne passaient plus par là. De petits fragments de mémoire commençaient à s'assembler, formant une mosaïque encore incomplète, mais de plus en plus nette. « Je me souviens de la cuisine, dit-elle, ouvrant les yeux. Il y avait une table ronde avec une nappe à carreaux et vous mettiez toujours un vase de fleurs au centre. » Madame Thérèse sourit, émue. « Oui, ma chérie. Et tu te plaignais toujours quand je mettais des marguerites parce que tu disais qu'elles te faisaient éternuer. » Au même moment, dans un autre quartier de la ville, une limousine noire traversait l'avenue des Champs-Élysées, transportant Antoine Mercier, accompagné de son infirmière Livia et de 2 gardes du corps personnels. Le voyage de Barbizon à Paris avait été épuisant pour le vieil homme, mais sa détermination était inébranlable. Après avoir découvert que son fils, Louise et Christine Florence, avaient quitté Barbizon la nuit précédente, il avait immédiatement ordonné le retour à Paris. « Ils sont allés dans le Marais, monsieur », informa Livia, vérifiant les messages sur son téléphone portable. La voiture a été vue stationnée près de la maison de la famille Dubois. Antoine écrivit rapidement sur sa tablette « Allons-y maintenant ». Pendant le reste de la journée, Christine revisita des lieux significatifs de sa vie antérieure, le parc où elle emmenait Louise jouer, l'école où elle avait étudié, l'immeuble où elle avait travaillé comme secrétaire avant de rencontrer Édouard. À chaque nouveau lieu, plus de souvenirs émergeaient, certains clairs et vifs, d'autres encore nébuleux et fragmentés. Le dernier arrêt fut l'immeuble Le Corbusier, au cœur de Paris, où Édouard possédait un appartement qu'il utilisait rarement. L'endroit avait été choisi pour une réunion privée, loin des regards curieux et de la presse qui s'intéresserait certainement au retour de la fiancée disparue de l'héritier de l'Empire Mercier. « Cet endroit me semble familier », commenta Christine, observant le célèbre bâtiment conçu par Le Corbusier avec sa forme sinueuse caractéristique. « Nous avions l'habitude de nous rencontrer ici, » expliqua Édouard. « C'était notre refuge, loin des yeux vigilants de mon père et de la société qui nous jugeait. » Dans le spacieux appartement avec vue sur la ville, ils discutaient des prochaines étapes. Christine, bien qu'elle n'eût pas encore recouvré tous ses souvenirs, avait déjà décidé qu'elle voulait reprendre sa véritable identité. Elle n'abandonnerait pas complètement Christine. Après tout, cette personne faisait partie de qui elle était maintenant, mais elle était prête à se reconnecter avec Florence et tout ce que cela signifiait. « Je veux redevenir Florence Dubois légalement », annonça-t-elle. « Je veux reconnaître Louise comme ma fille officiellement, récupérer mes droits civiques, mon histoire. »« Nous pouvons organiser tout cela, » assura Édouard. « J'ai les meilleurs avocats qui travaillent sur le dossier. Ce sera un processus complexe, mais tout à fait réalisable. »« Et la clinique ?» demanda Louise.
Allez-vous quitter votre travail là-bas? Pas immédiatement, répondit Florence pensive. Cet endroit a été ma maison pendant 2 décennies. Mes élèves, mes collègues, mon art, je ne peux pas simplement tout abandonner du jour au lendemain. J'ai besoin de faire une transition progressive. Nous pourrions établir une fondation, suggéra Édouard. Une institution dédiée à aider les personnes atteintes d'amnésie et leurs familles, basée sur votre expérience et vos connaissances. Vous pourriez diriger ce projet. Les yeux de Florence brillèrent à cette idée. Ce serait merveilleux. Utilisez mon propre parcours pour aider d'autres personnes qui traversent la même souffrance. La conversation fut interrompue par le son de la sonnette. Édouard fronça les sourcils, confus. Personne d'autre que 4 ne savait qu'il serait là. Avec prudence, il se dirigea vers l'interphone et fut choqué d'entendre la voix de Régine, son assistante, annonçant l'arrivée d'Antoine Mercier. « Mon père est ici », dit-il, se tournant vers les autres avec une expression préoccupée. « Comment nous a-t-il trouvés ?» questionna Louise, alarmée. « Mon père a toujours eu ses méthodes pour obtenir ce qu'il veut », répondit Édouard avec amertume. « La question est que faisons-nous maintenant ?»« Laissez-le monter », dit Florence, surprenant tout le monde par sa détermination. « Il est temps d'affronter le passé de front. » Quelques minutes plus tard, l'ascenseur privé de l'appartement s'ouvrit, révélant Antoine Mercier dans son fauteuil roulant, accompagné de Livia et des 2 gardes du corps. Le vieux patriarche, même affaibli physiquement, dégageait toujours une aura d'autorité et de pouvoir. Ses yeux perçants parcoururent la pièce, s'arrêtant sur chaque visage, jusqu'à finalement se fixer sur Florence. Un silence tendu emplit l'atmosphère. Édouard fut le premier à le rompre. « Père, que faites-vous ici? Comment nous avez-vous trouvés ?» Antoine ignora la question, gardant les yeux fixés sur Florence. Avec effort, il articula quelques mots entrecoupés. « Vous êtes revenu ?»« Oui, monsieur Mercier, » répondit-elle, restant ferme. « Je suis de retour. » Le vieil homme écrivit sur sa tablette que Livia lut à voix haute. « Êtes-vous vraiment Florence Dubois? Ou êtes-vous une imposture engagée pour tromper mon fils ?»« Je suis Florence, » confirma-t-elle. « Bien qu'une partie de moi soit toujours Christine Martin. J'ai passé 20 ans sans mémoire après l'accident que j'ai subi, en fuyant les menaces que vous avez proférées contre ma famille. » Antoine sembla momentanément ébranlé par l'accusation, directe mais retrouva rapidement son impassibilité. Il écrivit à nouveau « Et la jeune fille? Est-elle ma petite fille ?» Louise fit un pas en avant, faisant face au grand-père qu'elle n'avait jamais connu. « Mon nom est Louise Dubois. Je suis la fille de Florence et Édouard. J'ai grandi sans savoir qui était mon père, croyant que ma mère m'avait abandonné. Tout cela à cause de la peur que vous lui avez instillée. » Le vieux patriarche étudia attentivement le visage de Louise, y reconnaissant des traits indubitables de la famille Mercier, la forme du menton, la ligne des sourcils, le regard déterminé. C'était sans aucun doute sa petite fille. Contre toute attente, les yeux d'Antoine se remplirent de larmes. De main tremblante, il écrivit un message qui surprit tout le monde. « J'ai tout perdu dans la vie à cause de mon orgueil. Ma femme est partie trop tôt, mon fils s'est éloigné de moi et maintenant je découvre que j'ai une petite fille qui a grandi sans connaître sa vraie famille. Je suis trop vieux pour continuer à nourrir des rancunes. » Le choc fut visible sur les visages de toutes les personnes présentes. Édouard, qui connaissait bien son père et sa nature manipulatrice, se montra sceptique. « Pourquoi devrions-nous vous croire maintenant, père, après tout ce que vous avez fait pour nous séparer ?» Antoine écrivit lentement « Je ne vous demande pas de me croire, je demande juste une chance de connaître ma petite fille avant qu'il ne soit trop tard pour moi. » Florence, qui observait attentivement le vieil homme, remarqua quelque chose que les autres ne verraient peut-être pas, un tremblement différent dans ses mains, une pâleur qui n'était pas seulement le résultat de l'AVC, une fatigue profonde dans ses yeux qui parlait de quelque chose au-delà de son âge avancé. « Vous êtes malade, » dit-elle, non comme une question mais comme une constatation. Plus que vous ne le laissez paraître. Livia sembla mal à l'aise avec l'observation, confirmant les soupçons de Florence. Antoine acquiesça lentement et écrivit « Cancer en phase terminale. Les médecins m'ont donné 6 mois à vivre, au maximum. Je n'ai rien dit à personne, pas même à Édouard. » La révélation tomba comme une bombe dans la pièce. Édouard, malgré toute l'amertume qu'il ressentait envers son père, ne put éviter un pincement au cœur face à la nouvelle. « Pourquoi avez-vous caché cela ?» demanda-t-il.
Orgueil, répondit Antoine avec difficulté, cette fois sans recourir à la tablette. Louise, qui avait grandi sans grand-père paternel, sans père et sans mère pendant la majeure partie de sa vie, ressentit une étrange compassion pour l'homme fragilisé devant elle. Elle s'approcha prudemment du fauteuil roulant et, à la surprise de tous, s'agenouilla pour se mettre au niveau des yeux d'Antoine. « Je ne peux pas pardonner ce que vous avez fait à ma famille, » dit-elle avec fermeté. « La souffrance que vous avez causée à ma mère, à mon père, à ma grand-mère Thérèse et, par conséquent, à moi. Mais je ne veux pas non plus porter le poids du ressentiment pour le reste de ma vie. Si vous êtes vraiment désolé, si vous désirez réellement connaître votre petite fille et faire la paix avec votre fils, alors peut-être pourrions-nous essayer de construire une sorte de relation pendant le temps qu'il vous reste. » Les yeux d'Antoine se remplirent de larmes à nouveau, et cette fois, il n'essaya pas de les cacher. Avec un effort visible, il leva une main tremblante et toucha le visage de Louise, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était réelle. « Merci, » murmura-t-il. Les semaines suivantes furent marquées par d'intenses transformations pour tous. Florence, avec l'aide de spécialistes et le soutien constant de Louise, Édouard et Madame Thérèse, continua à recouvrer de plus en plus de souvenirs. Le processus n'était ni linéaire ni facile. Il y avait des jours de clarté cristalline et des jours de confusion frustrante. Mais chaque petite avancée était célébrée comme une victoire. La relation entre Antoine et le reste de la famille évoluait lentement, marquée par des moments de tension, de méfiance et, graduellement, d'acceptation. Le vieux patriarche, face à la perspective de sa propre finitude, semblait réellement déterminé à réparer une partie du mal qu'il avait causé. Un après-midi ensoleillé, 3 mois après les retrouvailles de Florence avec sa véritable identité, elle franchit une étape significative. Elle visita le coffre d'une banque où Édouard avait gardé toutes ses affaires personnelles après sa disparition. Parmi les documents, les bijoux et les photographies, elle trouva quelque chose qu'elle n'attendait pas, un journal intime et un ensemble de lettres qu'elle avait écrites pour Louise pendant la brève période entre sa fuite et l'accident. Les lettres, jamais envoyées, révélaient l'amour profond d'une mère pour sa fille, ses espoirs, ses peurs et le rêve de pouvoir un jour être ensemble à nouveau en sécurité. Florence les remit à Louise, qui les lut les larmes aux yeux, comprenant enfin l'étendue du sacrifice maternel. « Tu ne m'as jamais abandonné, » dit Louise, serrant sa mère dans ses bras. « Tu as toujours essayé de me protéger, même si cela signifiait rester loin de moi. »« Et maintenant, nous ne nous séparerons plus jamais, » promit Florence, lui rendant l'étreinte. La fondation qu'Édouard avait suggérée commença à prendre forme. Baptisée Fondation Nouveau Départ, elle serait un centre de soutien pour les personnes atteintes d'amnésie et leurs familles, offrant des traitements de pointe, un soutien psychologique, de l'art-thérapie et une assistance juridique pour les nombreux défis bureaucratiques liés à la reconstruction d'une identité. Antoine Mercier, surprenant tout le monde, décida de contribuer substantiellement au projet, faisant don d'une de ses propriétés pour abriter la fondation et établissant un fonds permanent pour financer ses activités. C'était sa manière de chercher la rédemption, de laisser un héritage positif après une vie marquée par des décisions égoïstes. Édouard et Florence, retrouvant l'amour qui n'avait jamais complètement disparu, décidèrent d'officialiser leur union. Ce ne serait pas un grand événement social, comme cela aurait été dans le passé, mais une cérémonie intime, entourée seulement des personnes qui comptaient vraiment. La veille du mariage, alors qu'ils organisaient les derniers détails dans le jardin de la maison qu'ils avaient achetée ensemble, une charmante propriété en périphérie de Paris, suffisamment éloignée de l'agitation urbaine, mais assez proche pour que Florence puisse continuer son travail à la fondation, Louise fit une découverte surprenante dans le grenier de la maison. Une vieille boîte, qui semblait avoir été oubliée par les anciens propriétaires, contenait une robe de mariée vintage des années 60, parfaitement conservée. À côté de la robe, il y avait une lettre jaunie par le temps, dans laquelle l'ancienne propriétaire exprimait le désir que la robe apporte autant de bonheur à une autre mariée qu'elle lui en avait apporté. Émue par la coïncidence, Louise montra la robe à sa mère, qui en tomba immédiatement amoureuse. C'était comme si cette robe avait attendu des décennies pour accomplir son destin, connectant des histoires d'amour à travers le temps. Le jour du mariage, tandis que Florence se préparait en portant la robe trouvée par Louise, elle réfléchissait au voyage extraordinaire qui l'avait menée jusqu'ici.
de secrétaire à fiancée fugitive, d'amnésique à femme qui avait enfin retrouvé sa véritable essence, sa famille, son amour. La cérémonie, célébrée au coucher du soleil dans le jardin fleuri, fut un moment de célébration et de renouveau. Madame Thérèse, radieuse, conduisit sa fille jusqu'à Édouard, qui l'attendait ému sous une arche de fleurs. Louise, servant de témoin, ne pouvait contenir ses larmes de bonheur. Même Antoine, dans son fauteuil roulant, semblait réellement ému, observant son fils et sa belle-fille avec un regard mêlant regret et fierté. Lorsque le juge de paix les déclara mari et femme, Édouard et Florence scellèrent leur union d'un baiser qui symbolisait non seulement l'amour retrouvé, mais la victoire sur tous les obstacles que la vie avait placés sur leur chemin. La fête qui suivit fut une célébration de la vie, de l'amour et des nouveaux départs. Louise, observant ses parents danser sous les lumières scintillantes suspendues aux arbres, ressentit un sentiment de plénitude qu'elle n'avait jamais expérimenté. Elle comprenait enfin d'où elle venait, qui elle était et où elle allait. Des mois plus tard, la Fondation Nouveau Départ ouvrit officiellement ses portes. Dans son discours d'inauguration, Florence, désormais directrice exécutive de l'institution, partagea son histoire de perte et de retrouvailles, inspirant l'espoir chez d'autres familles confrontées à des situations similaires. Notre mémoire est ce qui nous définit, ce qui nous connecte à notre passé et façonne notre avenir, dit-elle devant un public ému. Lorsque nous perdons nos souvenirs, nous perdons une partie de qui nous sommes. Mais aujourd'hui, je suis ici pour dire que même les souvenirs apparemment perdus pour toujours peuvent être retrouvés et que de nouveaux liens peuvent être créés, de nouvelles histoires peuvent être écrites. Au fond de la salle, Louise observait sa mère avec fierté. À ses côtés, Édouard tenait sa main, également ému. Madame Thérèse, vivant maintenant avec eux, dans la nouvelle maison, souriait à travers ses larmes, reconnaissante d'avoir vécu assez longtemps pour voir sa famille réunie à nouveau. Et Antoine, même avec sa santé de plus en plus fragile, semblait en paix, comme s'il avait enfin compris que le véritable héritage d'un homme ne réside pas dans son empire financier ou dans son nom, mais dans l'amour qu'il sème tout au long de sa vie. Cette nuit-là, alors que tous célébraient le début d'une nouvelle phase, Louise s'éloigna un instant pour contempler les étoiles. Elle pensa à la façon dont sa vie avait complètement changé en si peu de temps, de serveuse solitaire à fille reconnue, petite fille réconciliée, faisant partie d'une famille complète pour la première fois. L'avenir, auparavant si incertain et solitaire, se présentait maintenant rempli de possibilités. Il y avait des cicatrices, oui, de vieilles blessures qui ne disparaîtraient peut-être jamais complètement. Mais il y avait aussi l'espoir, l'amour et la certitude que peu importe ce qui allait arriver, elle ne serait plus jamais seule. Florence s'approcha, posant un bras autour des épaules de sa fille. « À quoi penses-tu »« À la rapidité avec laquelle la vie peut changer, » répondit Louise. « À la façon dont nous pouvons trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. »« Sais-tu ce que j'ai appris de mon parcours ?» dit Florence, contemplant aussi les étoiles. « Que parfois nous devons perdre quelque chose pour vraiment apprécier ce que nous avons, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Mère et fille restèrent là, sous le ciel étoilé, unis par un lien que ni le temps ni la distance n'avaient réussi à rompre. Un lien d'amour inconditionnel, plus fort que toute amnésie, plus durable que toute séparation. Et tandis que la nuit avançait, apportant la promesse d'un nouveau jour, Louise comprit que son histoire, l'histoire de sa famille, était avant tout une histoire de résilience, d'espoir et d'amour. Un amour capable de transcender l'oubli, capable de retrouver son chemin, même quand tout semble perdu. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Florence et Louise a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Retrouvez-la ici même en cliquant sur l'icône à gauche. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et les émotions humaines. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous sommes impatients de lire vos commentaires.